Dans cette vidéo, nous allons parler des clones cellulaires, de leur stabilité et de leur variabilité. Alors, tout d'abord, vous vous rappelez sans doute qu'en première, vous avez parlé de la mitose. La mitose qui est une division, donc qu'on qualifie de conforme, c'est-à-dire qu'elle va permettre de produire des cellules qui sont totalement identiques à la cellule de départ. Et l'ensemble de toutes ces cellules produites par mitose sont appelées un clone. Donc un clone correspond à un ensemble de cellules totalement identiques. Alors, dans ces clones, on va voir aujourd'hui qu'il existe une certaine stabilité, c'est-à-dire que dans tous les clones, on va voir qu'ils contiennent une information génétique identique, et nous verrons aussi par la suite qu'il peut y avoir également de la variabilité au sein des différents clones cellulaires. Donc voyons tout d'abord la notion de stabilité génétique. Alors nous allons voir cette notion à travers différents exemples. Nous allons commencer par les clones de cellules séparées, en observant différents exemples. Alors dans la plupart des cas, les cellules séparées sont les cellules qui constituent les organismes qu'on appelle unicellulaires, c'est-à-dire les organismes qui sont constitués d'une seule cellule. Donc nous allons voir ici deux exemples que vous avez déjà vus dans les années antérieures. Par exemple, le premier exemple, il s'agit des eugènes. Donc rappelez-vous, les eugènes, ce sont des algues unicellulaires que vous avez observées au microscope optique, c'est-à-dire que une seule de ces cellules, que nous voyons ici en gros plan, correspond donc à une algue, et donc cette algue, elle est constituée d'une seule cellule dans laquelle on retrouve des caractéristiques que vous connaissez bien, c'est-à-dire une membrane plasmique, un cytoplasme à l'intérieur de cette cellule, un noyau. Ici, comme il s'agit d'une algue, nous sommes chez une cellule végétale, elle possède des chloroplastes, il s'agit donc d'une cellule chlorophyllienne, et on voit également ici la présence d'un flagelle qui permet à ces algues de se déplacer. Donc ici, toutes ces algues, si elles sont issues d'une cellule de départ, comme par exemple cette cellule-là, on voit qu'elle est en train de se reproduire. Alors elle ne se reproduit pas par reproduction sexuée, puisque c'est un unicellulaire, mais elle va se reproduire de manière asexuée en utilisant tout simplement le phénomène de mitose. Donc à partir d'une eugène, il va y en avoir deux, quand l'eugène initial se sera divisé par mitose. Et donc potentiellement, toutes ces eugènes, si elles sont issues d'une cellule initiale qui s'est divisée, qui a redonné des cellules qui elles-mêmes se divisent, donc toutes ces cellules d'eugène sont donc des clones de cellules séparées. On retrouve la même chose par exemple dans ce deuxième exemple, il s'agit ici de bactéries. Donc la photo que vous avez ici correspond à une observation au microscope optique à fort grossissement de bactéries que l'on trouve dans le yaourt. Donc il s'agit de deux types de bactéries. Les lactobacilles, ce sont les bactéries qui forment des petits bâtonnets, là, ici. Et également les streptocoques, qui forment ce sont des petites bactéries arrondies qui forment des petites chaînettes, parce qu'elles se lient les unes aux autres. Donc là encore, toutes ces bactéries par catégorie sont identiques, parce qu'elles se reproduisent par division de type mitose. Donc ici, vous avez un autre exemple d'un autre type de bactérie que vous connaissez sans doute, Escherichia coli, que l'on trouve en grande quantité dans notre intestin. Elles font partie de notre microbiote intestinal. Et là, vous voyez une bactérie qui est en train de se diviser en deux par mitose. Et elle va redonner deux bactéries, donc deux cellules qui seront totalement identiques. Donc l'ensemble de ces cellules formera, là aussi, un clone. Donc en fait, on peut considérer que chaque organisme unicellulaire est identique à celui qui lui a donné naissance par ce phénomène de mitose. Alors nous avons également, dans des cas moins répandus, des clones de cellules séparées que l'on trouve chez les pluricellulaires. Donc là, nous allons travailler sur un exemple que vous avez déjà vu dans les années antérieures. Il s'agit d'un exemple chez les lymphocytes B. Donc quand vous avez traité, rappelez-vous de la partie immunologie, vous avez parlé de ces cellules particulières qui font partie des globules blancs, qui ont un rôle dans la fabrication des anticorps. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça va vous rappeler des souvenirs en fait. Rappelez-vous, nous avons dans notre organisme une très grande quantité de lymphocytes B de différents types qui sont potentiellement capables de reconnaître tous les types d'agents infectieux, ce qu'on va appeler les antigènes, auxquels on pourrait être soumis au cours de notre vie. Donc quand un agent infectieux entre dans notre organisme, il va y avoir certains lymphocytes qui vont le détecter, un lymphocyte en particulier qui va détecter les antigènes présents sur cet agent infectieux. Et ce lymphocyte particulier, par exemple ici le orange, va être recruté en fait quand il va reconnaître l'antigène spécifique
et il va en fait se différencier par mitose, donc il va se multiplier, se multiplier un très très grand nombre de fois. Et une fois qu'il se sera multiplié, chaque cellule, qui sont donc des clones de cette cellule initiale, chaque cellule va se différencier en une autre cellule très spécifique, une cellule beaucoup plus grosse en général, qui possède une machinerie enzymatique qui va lui permettre de devenir une cellule qui va fabriquer en très grande quantité des anticorps. Donc nous trouvons ces cellules ici. Rappelez-vous, ces cellules-là productrices d'anticorps, qui sont des véritables usines à anticorps, on les appelle des plasmocytes. Donc ici, toutes ces cellules oranges, qui sont issues de la différenciation de ce lymphocyte B, qui a reconnu spécifiquement un antigène particulier, forment donc un clone de plasmocytes. Ces plasmocytes ont la capacité de fabriquer en très grande quantité des anticorps qui sont de type identique à ceux qui se trouvaient sur le lymphocyte qui a reconnu l'antigène. Et donc, de cette façon, l'organisme va produire énormément d'anticorps identiques qui pourront permettre à notre organisme de lutter contre l'antigène situé sur l'agent infectieux qui était entré dans notre organisme. Et pour produire ces anticorps, qui sont des protéines qui se structurent en 4 chaînes particulières, il y a bien sûr un ADN à l'intérieur du noyau, des gènes particuliers qui permettent de produire ces différentes chaînes lourdes et chaînes légères de l'anticorps. Et en fait, ces plasmocytes ici, le clone de plasmocyte 1 que nous voyons ici, contient les mêmes gènes exactement, ils ont tous le même ADN qui va leur permettre donc de produire les chaînes lourdes, les chaînes légères de ce type d'anticorps-là. Donc c'est-à-dire que tous ces plasmocytes qui sont des cellules séparées, dans notre organisme par exemple en tant qu'humain, ont toutes le même ADN, c'est-à-dire qu'elles vont faire partie d'un clone de cellules. Nous retrouvons la même chose avec cet autre exemple. Ici, on a un autre type de lymphocyte B qui aurait pu reconnaître un autre type d'agent infectieux parce qu'il possède des anticorps de surface différents. Donc, ils vont se multiplier activement. Et quand ils se seront multipliés, ils vont se différencier pour donner d'autres types de plasmocytes différents des précédents. Donc, ceux-ci sont représentés en bleu. Et ces plasmocytes vont fabriquer un autre type d'anticorps qui va réagir spécifiquement contre l'antigène qui a été reconnu à l'origine par ce lymphocyte B. Donc ces plasmocytes bleus forment un autre clone, ils possèdent le même ADN qui leur permettra de fabriquer les chaînes lourdes et légères des anticorps, ici schématisés en bleu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on a donc des exemples de différents types de clones, des clones de plasmocytes, donc qui sont les cellules qui fabriquent les anticorps, et ces cellules, ces différents types de clones, possèdent le même ADN. Donc, on est bien dans des clones de cellules séparées, mais on est bien au départ chez un organisme pluricellulaire. Alors, si on analyse donc la suite, alors, il existait ici des clones de cellules séparées, mais il existe bien sûr aussi des clones de cellules associées. Alors ces clones-là, de cellules associées, vous en avez déjà parlé puisque je vais reprendre l'exemple que vous avez déjà vu précédemment. Dans le cas de la reproduction asexuée des végétaux, vous vous souvenez sans doute que les végétaux ont cette capacité à avoir des cellules qu'on appelle totipotentes, c'est-à-dire des cellules qui ont la capacité de se différencier en certaines cellules de certains types d'organes et de se dédifférencier, c'est-à-dire que par exemple des cellules de racines peuvent redevenir des cellules totipotentes, c'est-à-dire des cellules souches qui pourront redevenir par la suite d'autres types de cellules, de tiges ou de feuilles par exemple. Donc quand on réalise des bouturages, on va prendre un fragment de tissu qu'on va prélever sur une plante, ce fragment on appelle ça une bouture, on le place dans un milieu de culture approprié et il va former un amas de cellules qu'on appelle un cal. Et ces cellules sont des cellules indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles auront potentiellement la possibilité de devenir n'importe quel type de cellule. Et elles ont toutes le même matériel génétique, c'est-à-dire que c'est le matériel génétique, elles ont l'ADN de la plante initiale qui a été utilisée pour réaliser la bouture. Donc exemple, ici sur de la pomme de terre. Donc on va, sur une pomme de terre qui est en train de germer, prendre un petit morceau du germe qui va devenir un cal, on va le mettre dans des milieux appropriés et donc à des périodes particulières, on va reprendre un petit fragment
de la plantule qui est en train de pousser et on va le repiquer chaque mois. Et au bout du 6e mois, on va obtenir un grand nombre de petites de plantules qui seront identiques, qui sont mises ici dans des blocs de terreau. Et quand on va les replanter, elles vont redonner un pied entier de pommes de terre. Et en fait, on se rend compte que le cariotype de chacune des cellules de ces différents pieds de pommes de terre, eh bien, le cariotype est identique au cariotype des cellules de la pomme de terre qui a été prise au départ comme plante mère. Et ça, on peut le visualiser par la technique de l'électrophorèse. Alors ici, on imagine ça représente l'ADN donc d'un individu, soit de la plante mère, soit des clones qu'on obtient, des plantes obtenues. Quand on coupe cet ADN, on obtient différents types de fragments. Pour amplifier la quantité d'ADN, on amplifie ces fragments. Ces fragments sont coupés à des endroits particuliers, qui fait que chaque fragment n'a pas forcément la même taille. Et si on utilise par la suite ce qu'on appelle une électrophorèse, donc c'est une technique qui va permettre sur un gel ou sur d'autres types de supports, de séparer en fait les fragments d'ADN en fonction de leur taille. Donc les fragments qui sont de grande taille vont moins migrer sur le papier par exemple ici, et les fragments de petite taille pourront migrer beaucoup plus loin. Et si on compare ici l'électrophorèse d'ADN d'une plante mère, donc la plante qui a servi de point de départ, et qu'on compare à l'ADN de 3 de ces clones, on se rend compte, vous voyez, que les fragments se trouvent au même endroit, c'est-à-dire que ce sont des fragments qui ont la même taille, des fragments d'ADN de même taille. Donc ça montre bien que tous les plants, aussi bien le plan initial que les différents individus qu'on obtient à partir de cette plante mère, ils ont tous le même matériel génétique. Donc on voit ici que ça montre bien donc que ces différents plants de pommes de terre issus de la culture in vitro ont le même nombre de chromosomes et le même ADN. Donc on est ici en présence de clones de cellules associées, puisque ces cellules sont bien liées, associées dans des mêmes organes et dans une même plante. Donc ici, il était question de montrer la stabilité génétique au niveau de clones cellulaires, mais bien sûr, cette stabilité génétique n'est pas tout le temps conservée. Il existe des mécanismes qui rendent ces clones cellulaires parfois variables, et ça, c'est ce que nous verrons prochainement.